Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième conférence de notre cycle baptisé La 5G, que savoir pour décider. Je m'appelle Guillaume Ledy, je suis journaliste et je suis ravi de vous accompagner pendant l'ensemble de ces rencontres. Alors, après avoir fait le point sur la façon dont fonctionne la 5G au cours de notre première conférence, puis s'être intéressé à l'impact écologique de cette nouvelle génération de standards pour la téléphonie mobile, nous allons ce soir nous pencher sur une question cruciale, puisque on va se poser la question de l'impact de la 5G sur la santé. Et pour ce faire, il va falloir qu'on vous parle d'ondes, parce que la 5G, c'est avant tout une histoire d'ondes et de fréquences. Et comme elle vient s'ajouter à l'existant, le déploiement en cours suscite quelques craintes liées à la densification du brouillard électromagnétique dans lequel on baigne au quotidien. Parce que oui, je vous le rappelle, on est toutes et tous traversés en permanence par des ondes électromagnétiques, depuis notre bonne vieille radio FM, pour celles et ceux qui en ont encore une, jusqu'au fameux compteur Linky qui a fait parler de lui suffisamment récemment. Comme pour nos conférences précédentes, il va s'agir de s'appuyer ici sur des faits scientifiques pour essayer d'y voir plus clair sur le sujet, et ce d'autant plus qu'il touche à notre santé. Entre principes de précaution et usages intensifs de nos appareils connectés, les scientifiques de nombreuses disciplines tentent de répondre à une question essentielle pour les années qui viennent: l'exposition au rayonnement électromagnétique présente-t-elle un risque pour notre santé? Alors pour en parler, nous avons choisi de convier deux spécialistes des fréquences et des ondes électromagnétiques qui vont bientôt s'afficher sur votre écran. Joe Villard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes professeur à Télécom Paris et responsable de la chaire modélisation, caractérisation et maîtrise des expositions aux ondes électromagnétiques, ce qui tombe plutôt bien pour notre conversation du soir. Et vous êtes également président du groupe de travail du Comité européen de normalisation électrotechnique, le CNELEC. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jovia. Et Jean-Benoît Agnani est de son côté bonsoir, pardon. Bonsoir. Vous êtes de votre côté directeur adjoint de la stratégie à l'Agence nationale des fréquences, qui est un établissement public qui gère notamment le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes. Et vous y dirigez le département sur les études à l'exposition. Vous présidez également l'Union radio scientifique internationale en France, hein, donc l'URSI France. Bienvenue parmi nous, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vais donc, moi, m'effacer, laisser la parole à nos intervenants pendant la première partie de cette conférence, au cours de laquelle chacun fera état de la recherche sur les questions qui nous intéressent ce soir. Puis, comme d'habitude, on prendra le temps par la suite de leur poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur YouTube, à poser vos questions à nos intervenants dans le chat prévu à cet effet, et je me chargerai de leur transmettre. Donc, nous allons commencer avec Joe Villard par une présentation sur l'exposition aux ondes électromagnétiques. Voilà, vous y êtes allé, vous êtes prêts. Je vous laisse la parole. Là, je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc, j'ai intitulé bonjour à tous. J'ai intitulé l'exposé qui va être relativement court pour pouvoir à la fois permettre beaucoup de questions tout en assurant un minimum d'informations. Donc, j'ai intitulé Ondes électromagnétiques. L'exposé va être partagé dans 4 parties qui vont être qu'est-ce qu'une onde? La première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui interagit, en quoi il peut y avoir un problème avec les ondes électromagnétiques. Donc, je passerai un petit peu de temps pour définir ce qu'est l'onde, faire ensuite un état des connaissances, ce que les groupes d'experts, ce que la recherche a donné comme résultat sur les interactions possibles avec le vivant. Et je finirai sur l'évaluation de l'exposition et les indicateurs d'exposition. Les ondes, première question que moi je me pose, que je me suis posée, c'est risque ou perception de risque.
qu'en penser? En fait, quand on regarde aujourd'hui les débats, on a énormément de questions qui sont relatives aux risques possibles. Et les questions sont tout à fait normales, naturelles. On voit des antennes s'installer, on voit la 2G, la 3G, la 4G, maintenant la 5G. On a une accumulation d'émetteurs et en plus, on a une utilisation intensive des téléphones portables. Donc on peut se poser des questions sur y a-t-il un risque? Et même si les niveaux d'exposition sont conformes aux contraintes réglementaires qui existent aujourd'hui et qui garantissent la non-surexposition. Donc, je vais essayer d'aborder cette question-là d'abord en disant comment ça marche et quel est l'état des connaissances. Premier élément, c'est les ondes électromagnétiques, mais les ondes d'une manière générale, il y a des ondes mécaniques, gravitationnelles, eh bien, sont des perturbations qui se propagent. En fait, j'ai un petit dessin que vous voyez à l'écran, un petit bateau, et quand la vague passe, le bateau se déplace verticalement. En fait, le bateau ne bouge pas. Il va bouger, bien évidemment, mais il ne bouge que dans la direction verticale. C'est-à-dire que l'eau qui semble, quand on jette un caillou dans l'eau, on voit une vague, des vagues circulaires, qui vont se propager en s'éloignant du centre du cercle. Et on pourrait penser que c'est l'eau qui va bouger. En fait, ce n'est pas l'eau qui bouge dans la direction de propagation, mais c'est bien de l'énergie. L'énergie qui va pouvoir soulever l'eau et soulever le bateau. Donc en fait, une onde, c'est une perturbation qui se propage, mais aussi une énergie qui est transportée. Donc les ondes sonores n'ont pas besoin, se propagent dans un milieu, et elles ont besoin d'un support matériel. C'est comme dans Lucky Luke, pour entendre le train, on est obligé de coller son oreille sur le rail. Les ondes électromagnétiques ont la particularité, comme la lumière, de ne pas avoir besoin de support matériel. C'est-à-dire que les ondes, comme la lumière, ça se propage dans le vide. Ça, c'est sa spécificité. Comment on va caractériser l'onde? C'est essentiellement l'amplitude et la fréquence. Ensuite, on pourra définir d'autres paramètres dérivés, je vais y revenir. Donc l'amplitude, c'est un petit peu la hauteur de la vague. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle n'est pas importante? Et l'autre élément important, c'est combien de fois par seconde? C'est la fréquence. Quand on essaye de faire des analogies, on s'est dit l'oreille est capable de différencier les fréquences sonores. Quelqu'un qui fait de la musique va être capable de faire la différence entre un ré et un sol. Et l'œil est capable de différencier les couleurs. Le bleu et le rouge vont avoir des fréquences différentes et c'est ce qui va permettre à l'œil de discriminer. Un récepteur radio va être capable de différencier les fréquences. Dans notre environnement, les ondes électromagnétiques, sont dans notre environnement. Quand on regarde, on pense beaucoup, c'est un peu l'objet de la conférence, mais on pense beaucoup au transport d'informations. Il y a les radiocommunications avec les radios cellulaires, mais il y a aussi la télévision. Mais les ondes électromagnétiques ne peuvent se réduire à un transport d'informations. Les ondes électromagnétiques nous permettent de voir. L'IRM est une application des ondes électromagnétiques. L'imagerie micro-ondes, pareil, sont des applications médicales.
ça nous permet, les ondes électromagnétiques nous permettent aussi d'écouter et de voir l'infini. C'est les radiotélescopes. Et puis, ça nous permet aussi de faire ou des traitements ou des applications, des applications thermiques. On est capable de faire chauffer son poulet dans un micro-ondes et on utilise pour le traitement des tumeurs de l'hyperthermie. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a les chargeurs sans fil qui rechargent sans contact les téléphones portables. Donc, et ce qui fait la grande différence de ces applications, ça va être leur fréquence d'utilisation. Comme on voit, les télévisions vont être plutôt, les radiocommunications vont être plutôt du côté de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, et puis les applications d'IRM à d'autres fréquences. Les interactions des ondes électromagnétiques vont se baser, les interactions des ondes radiofréquences se basent sur le fait que l'onde électromagnétique propage une énergie. Donc la densité de surface, densité surfacique de puissance, caractérise cette puissance transportée, j'y reviendrai un petit peu après, mais quand une onde rencontre un obstacle, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle est partiellement réfléchie et partiellement transmise. Mais que dans la partie de l'onde qui est transmise, elle va interagir avec les molécules et elle va être en partie absorbée. Et en fait, en interagissant avec les molécules, elle va pouvoir échauffer ou pas, puisque ça va dépendre de la vascularisation, mais elle a une capacité à apporter des calories. Ce qui va caractériser la puissance qui est incidente et qui peut être absorbée par l'être humain, dans le cas présent, eh bien, c'est la densité surfacique de puissance qui est représentée par des watts par mètre carré. Et on pourra revenir sur cette formule un peu compliquée, mais dans le cas des ondes planes, donc un peu loin des antennes relais, eh bien, la densité surfacique de puissance est proportionnelle au champ électrique au carré. L'indicateur que l'on peut avoir sur cette exposition, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Vous avez beaucoup de gens connaissent maintenant cet acronyme, puisqu'il caractérise la puissance absorbée par 10 grammes de tissu. C'est ce qui fait qu'un téléphone est déclaré conforme ou pas. Localement, le DAS local est proportionnel au carré du champ électrique, c'est à l'intérieur des tissus, multiplié par la conductivité de ces tissus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les valeurs diélectriques de ces tissus dépendent de la fréquence. Donc, aux fréquences très élevées, toute la puissance transportée par une onde est absorbée par les tissus périphériques. C'est pour ça que pour les fréquences en dessous de 6 GHz, donc 6 10 puissance 9 fois par seconde, eh bien, on va avoir comme indicateur le débit d'absorption spécifique, le DAS, et qu'au-dessus de ces 6 gigas, eh bien, on va avoir comme indicateur la densité surfacique de puissance. Et ça, je pense que M. Agnani reviendra. Je vais aborder maintenant une question qui est un peu, que je pense que tout le monde attend, c'est quel est l'état des connaissances sur les effets sanitaires. On va regarder les choses d'abord, quels sont les effets avérés et les effets impossibles. Les effets avérés, dans le domaine des basses fréquences, ce sont les courants induits. Savoir stimulation du système nerveux central. C'est ce qui est un peu dans le tableau qui est en jaune sur l'écran. On a une stimulation des nerfs, une stimulation du système nerveux,
Et dans les hautes fréquences, eh bien, on va avoir un échauffement des tissus. Ça, ce sont les effets avérés. Les effets impossibles, c'est les effets mutagènes. Un rayonnement de type 2G, 3G, 5G, et même à 26 gigas, est incapable d'induire un effet mutagène. Les rayonnements non ionisants, puisque c'est comme ça qu'on les caractérise, ne peuvent pas casser les liaisons atomiques. Et donc, ils ne peuvent pas créer de rupture. Donc, ils ne sont pas mutagènes. Ne pas être mutagène ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas y avoir de copromotion. C'est important, mais donc il n'y a pas d'effet mutagène. Donc les effets possibles, eh bien, tout ce qui est possible, c'est ce qui n'est pas impossible. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce que la science a analysé, c'est tous les effets possibles, et très très souvent, on n'a pas de conclusion sur une impossibilité totale. On se dit que l'effet est possible, et possible, ce n'est pas probable. Donc il y a un gros effort de recherche mondiale qui est mené. En fait, si vous avez l'occasion d'aller voir sur le site de MF Portal, c'est un site qui est en Allemagne, eh bien, il y a des milliers d'études qui sont répertoriées. Quand on fait ondes électromagnétiques et radiofréquences, on tombe sur 9000 réponses. On a des programmes nationaux, et par exemple en France, des programmes qui sont financés par l'ANSES, qui sont financés en Europe par les différents programmes de recherche. Et il y a également énormément de rapports. Les rapports de l'ANSES, en France, de l'ANSES, de l'IAS, mais il y a aussi aux Pays-Bas le Health Council, en Allemagne le BFS, en Angleterre le HPE. Donc tous ces organismes ont procédé à une revue des effets et de l'état des connaissances. Leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'effet sanitaire autre que thermique, avéré. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des questions et qu'on n'est pas en train de continuer à étudier. Simplement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des effets de manière certaine autre que thermique. Les usages et les technologies évoluant, un principe d'attention, ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qu'on n'est pas on n'a pas à regarder ce qui va se passer dans le futur. Donc il faut toujours avoir un principe d'attention pour remettre en étude ce qui avait été déjà fait, puisqu'on a une évolution des usages et des usagers. Les questions actuelles sont beaucoup autour du cancer. Donc très rapidement, les résultats menés ne montrent pas d'effet. C'est un peu ce que l'on peut voir sur le site du gouvernement, le radiofréquence.gouv.fr. Mais dans le même temps, on sait très bien qu'il est quasiment impossible de démontrer l'inexistence d'effets. Les études sont complexes à mener, elles ont beaucoup de biais potentiels. Et quand on regarde, et on pourra y revenir, hein, sur l'étude qui avait été l'analyse qui avait été menée par le Centre international de recherche sur le cancer, avait classé 2B, c'est-à-dire carcinogènes, cancérigènes possibles, les émissions radioélectriques, parce qu'ils ne pouvaient pas démontrer l'inexistence d'effets, et notamment de par le fait qu'il y avait énormément de biais dans ces études. L'ICNIRP a aussi revu l'ensemble des études épidémiologiques qui ont été aussi revues par l'ICNIRP, et vous pouvez regarder cette note. Et il n'y a pas de consensus. Quand on regarde bien l'ensemble des études menées, y compris sur des études telles que celles menées par les protocoles nationaux de toxicologie aux États-Unis, le NTP, eh bien, on a des organismes tels que l'ANSES, tels que le BFS, qui ont émis
des doutes ou des critiques sur la méthodologie de cette étude et en tout cas sur les conclusions. Sur les enfants, et il a été, cette question a été beaucoup analysée par l'ANSES et aujourd'hui, on n'a pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments qui permettent de conclure à l'effet des radiofréquences spécifiquement chez l'enfant. Ceci étant, comme on l'a vu, l'ANSES conclut à un effet possible sur le bien-être des enfants. Ça veut dire que ce n'est pas parce que les ondes électromagnétiques n'ont pas d'effet que l'utilisation du portable n'en a pas. Et puis, sur l'hypersensibilité, aujourd'hui, sans remettre en cause la difficulté, ou en tout cas la souffrance des gens qui se déclarent hypersensibles, mais aujourd'hui, aucune étude n'a démontré la causalité ou la relation causale entre l'exposition aux ondes électromagnétiques et l'hypersensibilité. Donc, les seuls effets avérés aujourd'hui qui sont bien documentés et que l'on contrôle, ce sont donc les effets sanitaires liés aux effets thermiques. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, si on a une augmentation de la température du corps qui augmente de plus de 1 degré, eh bien, on a un effet sanitaire et donc on peut contrôler les puissances pour éviter que les puissances apportées par l'onde électromagnétique dépassent ces niveaux. De même que l'exposition, il y a que pour l'exposition tête, tronc et membres, il y a des effets sanitaires si la température dépasse 2 ou 5 degrés. Voilà, là c'est un tableau un petit peu compliqué sur les recommandations de l'ICNIR. Ce que l'on a donc, c'est on prend une marge de sécurité pour le grand public et pour les travailleurs. Dans le cas du corps entier, on a une marge de sécurité de 50 pour le grand public et de 10 pour les travailleurs, qui passe donc de 4 watts par kilogramme comme étant la limite qui évite une augmentation du corps, une augmentation de la température du corps de plus d'1 degré, ce qui nous amène pour le grand public à un maximum de 0,08 watts par kilogramme et de 0,4 watts par kilogramme pour les travailleurs. Au niveau local, la même règle, mais avec des marges de sécurité différentes, puisque on a donc une exposition qui peut être pour le tronc et la tête, l'augmentation, la limite sanitaire est de 2 degrés, et donc la limite en termes d'exposition est de 20 watts par kilo. On applique pour les travailleurs une marge de 2 et pour le grand public une marge de 10, ce qui nous amène à un chiffre que vous connaissez, qui est donc les 2 watts par kilo qui sont appliqués au téléphone portable, très local. Voilà, et bon, pour les fréquences qui seraient au-dessus de 6 gigas, on a des limites qui sont en watts par mètre carré, puisque toute l'absorption se fait sur les tissus périphériques. Et donc, on a de nouveau pour les restrictions de base des 20 watts par mètre carré. Voilà, je vais maintenant finir rapidement. L'évaluation du débit d'absorption spécifique se fait soit par la mesure. Et donc, on a différents instruments de mesure. C'est à chaque fois basé sur un fantôme rempli par un liquide. Tout ce système étant conservatif, c'est-à-dire que la forme de la tête, les liquides sont conçus pour ce que l'on va mesurer à l'intérieur de la tête dans les conditions du test vont être inférieurs supérieurs à ce qu'il y aurait dans une vraie tête. Donc en gros, ce qu'on mesure est déjà maximisant par rapport à ce qu'il y aurait dans la réalité. De même, on a des outils d'imagerie médicale et de simulation qui nous permettent d'avoir la répartition des puissances dans les tissus. Et enfin, étant donné que la mesure de DAS est un peu lourde et demande des conditions expérimentales fortes, il a été défini par l'ICNIR
des indicateurs dérivés et qui sont souvent ceux que l'on utilise quand on veut vérifier les émissions des antennes relais, sont les restrictions, les niveaux de référence. Et donc, on va pouvoir, les simulations nous permettent de connaître la relation entre un champ incident et les puissances absorbées, ce qui fait qu'on a une fonction de transfert et ce qui nous permet d'avoir le maximum que l'on puisse avoir en volts par mètre au niveau de l'onde incidente pour que la puissance absorbée par le corps entier ne dépasse pas les limites. Voilà. Et je conclus avec cette réflexion d'Einstein en essayant en espérant ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Joviar, c'était très clair. Juste simplement deux petites précisions pour nos auditrices et auditeurs. L'ICNIRP que vous avez mentionné est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une ONG indépendante ou... Oui. Oui, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Et il y avait également l'ANSES qui est plus connu sous nos latitudes, mais c'est évidemment l'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire, dont on en parlera tout à l'heure, dont on attend le rapport sur la question spécifique Voilà. de la 5G, ce qui va me permettre de faire le lien avec Jean-Benoît Agnani. Merci encore, Joviar. Jean-Benoît Agnani, c'est à vous maintenant, puisque on évoquait le cas un petit peu plus spécifique de la 5G. Je vais donc vous laisser nous exposer l'état de la recherche sur ce sujet. Je vous laisse la parole et l'écran. Allez-y, vous pouvez partager votre présentation. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais partager mon écran sur la présentation. Bon, alors, normalement, vous devriez la voir en ce moment. Je vais la mettre en plein écran. Voilà, normalement, ça devrait être parfait. C'est parfait, allez-y. Merci beaucoup. Alors, juste une petite introduction sur le spectre et l'économie, la société. C'est pas toujours connu, mais ça a été un peu dit par Joviar. On a de nombreux secteurs qui reposent sur l'accès aux fréquences, qu'on connaît, des activités de nombreuses entreprises associées qui reposent sur l'accès au spectre. On voit tous les logos là en bas à droite. Et on a énormément d'applications comme le très haut débit mobile avec la 4G, la 5G, la TNT, HD, l'Internet des objets, les villes intelligentes, la M-santé, les véhicules connectés, énormément d'exemples qui peuvent être donnés. Donc, il n'y a pas que la téléphonie mobile dans ces exemples-là. Donc, il y a évidemment la télévision par onde radio, il y a donc la FM, la radio par FM, il y a, comment dire, les militaires qui utilisent les fréquences, on a l'aéronautique qui utilise les fréquences, on a l'observation de l'espace qui peut se faire aussi par radio. Vous voyez, donc on a quand même un champ très grand d'utilisation possible de ces ondes radioélectriques. Alors au niveau de l'Agence nationale des fréquences, on est quelque part la gardienne du spectre. On a 300 agents et implantés sur tout le territoire national avec des antennes outre-mer et on gère l'intégralité du spectre des fréquences radioélectriques. Alors ça veut dire la gestion des bandes de fréquences, la gestion des sites et le contrôle du spectre. Alors, au niveau de l'exposition du public, on a une mission principale qui est celle de veiller au respect des valeurs limites réglementaires, à la fois sur les installations radioélectriques sur la gauche du schéma et sur les terminaux à la droite du schéma. Alors, sur les installations radioélectriques, on tient à jour le protocole de mesure et on gère le dispositif national de mesure. Et pour les terminaux, on contrôle la conformité des terminaux mis sur le marché avec le débit d'absorption spécifique dont nous a parlé Joviar. Et puis, on a une mission un peu centrale sur la maîtrise de l'exposition
et l'amélioration de l'information et de la concertation. Alors, sur les respects des valeurs limites réglementaires, alors on peut voir la courbe des valeurs limites réglementaires qui s'adresse aux installations radioélectriques. En téléphonie mobile, elle est comprise entre 36 et 61 volts par mètre et ces valeurs limites reprennent celles de la recommandation européenne du 12 juillet 1999. Alors, vous voyez, les valeurs limites d'exposition, elles sont donc entre 36 et 61 volts par mètre pour la téléphonie mobile. En valeur moyenne, sur les mesures qu'on réalise, on voit en moyenne des niveaux bien en dessous de 1 volt par mètre. Donc, on voit qu'en général, les niveaux qu'on observe sur le terrain sont très en dessous de ces valeurs limites. Et on peut noter aussi qu'on a des valeurs limites supérieures pour les travailleurs. Alors, dans nos missions sur le respect des valeurs limites réglementaires, on fait plusieurs choses. On autorise les stations de plus de 5 watts qui sont visibles sur notre site cartoradio.fr. On fait des contrôles sur site et on publie un guide sur les périmètres de sécurité. Alors, on a plusieurs… alors, pour les mesures, on tient à jour le protocole de mesure, je vous l'ai dit. Alors, comment ça se passe? Ça se passe avec d'abord une sonde large bande pour identifier le point chaud. C'est le schéma qu'on voit en bas à gauche. Ça mesure l'ensemble des contributions entre 100 kg et 6 GHz. Et ensuite, pour voir le détail de l'exposition, on se sert d'un analyseur de spectre. On voit la photo en bas à droite. Et là, on a des mesures sélectives en fréquence. Ces mesures sont effectuées par des laboratoires accrédités COFRAC pour prononcer la conformité des champs électromagnétiques. Alors aujourd'hui, on utilise la version V4 du protocole de mesure qui prend en compte notamment les objets connectés depuis quelques années maintenant. Alors, on gère aussi le dispositif national de mesure des champs qui se base sur le protocole de mesure, donc comme on l'a vu. Et ce dispositif permet à toute personne, ainsi qu'à l'État, aux collectivités, aux associations agréées, de faire mesurer gratuitement l'exposition aux ondes créées par une antenne relais ou un objet communicant tel que le compteur Linky, par exemple. Alors, la mesure peut être réalisée chez vous, dans les locaux d'habitation, ainsi que dans tous les lieux accessibles au public, parcs, commerces, gares. Donc, vous avez un formulaire CERFA à remplir, que vous trouvez facilement sur notre site, et vous le remplissez, vous le faites en général valider par votre mairie, en tous les cas par un organisme habilité, et vous l'envoyez ensuite à l'ANFR, où vous utilisez encore mieux directement le site mesure.anfr.fr pour remplir directement sur le site internet votre demande de mesure. Alors, dans ce dispositif, je voulais rappeler le rôle des maires très important et majeur à plusieurs niveaux. En matière d'exposition du public, ils peuvent valider les demandes de mesure, comme je l'ai dit, et faire réaliser des campagnes de mesure et demander la réunion au niveau d'une instance de concertation départementale. Et ils reçoivent systématiquement toutes les fiches de synthèse de mesure sur leur commune. Alors, bien évidemment, au niveau urbanisme, ils veillent également au respect des règles d'urbanisme en ce qui concerne les installations radioélectriques. Et la loi Abeille renforce encore leur rôle, puisqu'ils reçoivent et mettent à disposition des habitants des dossiers d'information. À chaque fois que vous avez une antenne relais qui s'installe dans votre quartier, le maire reçoit un dossier d'information mairie qui est mis à disposition du public. Donc vous pouvez aller voir, vous pouvez avoir des renseignements, notamment si vous avez des établissements particuliers comme des crèches, des établissements de soins ou des établissements scolaires. Vous pouvez avoir les niveaux, des simulations sur les niveaux d'exposition dans ces lieux-là, s'ils sont à moins de 100 mètres de l'antenne relais. Donc, les maires ont beaucoup d'informations et ils peuvent aussi exiger une simulation complète de l'exposition avant l'implantation d'une installation. Ils peuvent aussi exiger un état des lieux des installations existantes, sont représentés au sein du Comité national de dialogue piloté par l'ANFR et ils informent sur l'utilisation du Wi-Fi. Donc, dans ce dispositif, l'ANFR est présente à leur côté pour apporter son expertise. Alors, dans le cadre de la maîtrise de l'exposition,
on a une notion qui s'appelle les points atypiques. Alors, les points atypiques, ça ne représente pas un dépassement des valeurs réglementaires. Ils sont définis comme les lieux dans lesquels les niveaux d'exposition au champ électromagnétique dépassent substantiellement celui observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement. Alors, ce n'est pas des niveaux infranchissables, parce que si techniquement l'opérateur ne peut pas résorber un point atypique, il peut rester en l'état. On a une valeur d'attention de 6 volts par mètre, ça veut dire que tout ce qui dépasse 6 volts par mètre dans les locaux d'habitation et les lieux accessibles au public, eh bien, on va demander une analyse aux opérateurs pour résorber leurs points atypiques. Alors, dans ce dispositif, en 2019, on a eu aujourd'hui 29 points atypiques identifiés au niveau national. On va bientôt publier notre rapport de 2020. Alors, je vais passer maintenant à la 5G. Alors, la 5G, pour l'utilisateur, c'est surtout du débit, puisqu'on a des nouvelles bandes de fréquences, notamment dans la bande 3,4, 3,8 GHz. La 5G promet des débits jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux de la 4G. Et puis, pour d'autres applications, on a des propriétés intéressantes de la 5G, comme la latence, c'est le temps de réaction, si vous voulez. Et en étant divisé par 10, la latence ouvre des perspectives qui peuvent bouleverser les usages, notamment professionnels. Et puis sur les objets connectés, alors ça peut aussi bien sûr intéresser le public. La 5G offrira une densité de connexion qui permettra de multiplier par 10 le nombre d'objets connectés au réseau simultané. Donc on voit là tout le potentiel de la 5G. Et à très court terme, évidemment, vous avez, comme les nouvelles bandes de fréquences arrivent, vous avez des possibilités de débit supérieures pour le public. Alors, nos actions sur la 5G, alors évidemment, avant le déploiement de la 5G pour le public, on a analysé ce qui se passait sur les pilotes 5G en France, et notamment dans la nouvelle bande 3,4, 3,8, là, qui commence à se déployer largement sur le territoire national. Et on a mis à jour des documents permettant d'accompagner le déploiement de la 5G. Alors, le protocole de mesure, des lignes directrices nationales pour la présentation des simulations que peuvent demander les maires dans le cadre des dossiers d'information mairie, du guide technique sur la modélisation des sites et des périmètres de sécurité pour le public. Alors évidemment, on poursuit les études, notamment dans la bande 26 GHz, où on a commencé des mesures, notamment en gare de Rennes. Alors, pour accompagner le déploiement de la 5G, on fait beaucoup de mesures. On a fait un peu moins de 300 mesures là d'ici la fin de l'année dernière, et on en a encore 4500. Donc, au total, on aura environ 4800 mesures avant et après le déploiement de la 5G pour vérifier que tout se passe correctement. Et bien évidemment, on publiera l'ensemble de ces résultats qui seront en open data. On a aussi des capteurs fixes de l'exposition dans certaines villes. Et là, on peut voir en temps réel le niveau d'exposition. Ces capteurs fixes de l'exposition ont été placés devant de futures installations 5G dans la bande 3,4, 3,8. Et on va pouvoir analyser sur plusieurs mois le niveau de l'exposition. Et vous pouvez d'ores et déjà regarder ces niveaux sur l'Observatoire des ondes, sur le site de l'Agence nationale des fréquences. Et ces résultats sont aussi déposés toutes les semaines en open data. Alors, sur les nouvelles antennes de la 5G, vous avez la bande 3,4, 3,8 et elle est caractérisée par des antennes qu'on appelle des antennes massives MIMO, qui sont constituées d'antennes élémentaires plus petites que l'antenne elle-même, puisque vous avez des espacements d'antennes de 4 cm à 3 GHz et de 6 mm à 26 GHz. Donc, sur un grand panneau tel que vous pouvez le voir dans la rue, vous voyez, vous avez énormément d'antennes, typiquement de 64, 128 ou 256 éléments. Et ces éléments vont permettre d'orienter le faisceau, comme on le voit sur la figure en haut à droite, vers les utilisateurs. Ce qui permet évidemment de mieux optimiser la ressource avec des faisceaux plus fins,
permettant un gain plus élevé et d'augmenter le débit avec des durées d'exposition donc plus faibles. Alors par rapport aux technologies classiques avec des antennes à faisceau fixe, vous n'avez plus un niveau d'exposition dans toutes les directions de façon constante. C'est vraiment orienté cette fois-ci vers l'utilisateur. Alors sur les mesures 5G, je vous en ai parlé, on en a fait donc environ 300 d'ici la fin de l'année 2020. On continue de façon intensive à en faire et on va publier prochainement les résultats, les premiers résultats de 2020. Aujourd'hui, en 2020, la 5G s'est déployée sur les antennes traditionnelles. Donc, on a des niveaux équivalents en 4G et 5G, puisque en fait, les modulations entre la 4G et les 5G sont similaires et les puissances transmises sont les mêmes. Et on va continuer ces observations, notamment sur les nouvelles antennes à faisceau oriental, sur lesquelles on a focalisé toutes nos études. Et on va faire des mesures sur tous les opérateurs, en milieu rural, en milieu urbain. Et on va répéter ça au bout de 4 mois et de 8 mois pour suivre l'évolution de l'exposition. Voilà. Et puis, je voulais finir par les recommandations de l'État. Alors, vous en avez plusieurs et elles concernent le smartphone. Hein. Alors, elles sont au nombre de 6 et à l'utilisation d'un kit main libre ou le haut-parleur, ce qui permet d'éloigner le téléphone mobile de la tête, éviter les conversations trop longues, c'est du bon sens, hein, parce que une communication prolongée, évidemment, augmente la durée d'exposition aux ondes. Donc, évidemment, lorsque vous envoyez des informations vers l'extérieur, hein. Privilégiez les messages textes pour communiquer. Le téléphone va émettre moins d'ondes, il se connecte à l'antenne relais la plus proche uniquement le temps d'envoyer le message. Évitez de maintenir votre téléphone à l'oreille dans les transports. Alors ça, c'est plus particulièrement vrai dans les technologies comme la 2G, où vous aviez des puissances maximales qui se font à chaque changement d'antenne relais. Et comme on change souvent d'antenne relais en déplacement dans les milieux urbains, évidemment, vous avez des niveaux d'exposition en moyenne plus élevés. Et vous avez, alors il y a aussi une recommandation de bon sens, privilégier les zones de bonne réception. Lorsque vous êtes en vue directe d'une antenne assez proche, en fait, votre téléphone portable n'a pas besoin d'émettre fort parce qu'il est proche. Hein. C'est comme lorsqu'on parle, quand deux personnes sont proches l'une de l'autre, vous n'avez pas besoin de crier pour entrer en communication avec l'autre. Et là, le téléphone portable, c'est pareil. Il a l'antenne relais qui est proche, donc il va quantifier, il va mettre une puissance d'émission plus faible que lorsque l'antenne relais est plus éloignée. Et puis, vous avez une dernière recommandation, choisir un téléphone mobile ayant un DAS faible. Alors, vous pouvez accéder à cette valeur de DAS faible en utilisant une application de l'ANFR qui s'appelle OpenBar. Vous pouvez aller regarder aussi les résultats de mesures en Open Data. Vous avez toutes ces informations de disponibles. Et évidemment, vous avez aussi l'information du DAS dans les notices, notamment des appareils vendus, bien évidemment. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation que j'ai voulu très synthétique. Au niveau de l'agence, nous avons fait un site internet qui s'appelle 5g.anfr.fr. Vous trouvez un tas d'informations. Et je vous invite à vous y rendre pour répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu ou auxquelles je vais bientôt répondre s'il y a des questions dans le chat. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Benoît Anani, pour cette présentation très claire. On comprend bien effectivement l'importance de la NFR, hein, qui veille sur les fréquences et qui veille à ce qu'on ne soit pas trop exposé, chacune et chacun d'entre nous, aux ondes électromagnétiques. Il y avait juste une première question à laquelle je vais répondre puisqu'il s'agissait sur la présentation précédente de Joviar, quelqu'un qui nous posait la question sur le portail à consulter pour accéder aux études. Je vous redonne le lien à l'oral. Il s'agit de emf-portal.org. C'est l'endroit où vous pouvez trouver l'ensemble des ressources publiées
sur le sujet. Donc, je me permets voilà, de répondre à cette question d'emblée. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Moi, je vais simplement vous demander, messieurs, c'était la slide de fin de Jean-Benoît Agnani. Est-ce que vous pouvez juste nous repréciser pourquoi on fait plutôt attention à l'exposition liée à notre téléphone portable? C'est simplement une question de durée d'exposition comment dire, de proximité de l'exposition? Ou est-ce que c'est lié au fait qu'il soit exposé, enfin, les ondes soient plus proches de notre cerveau? Ça fait partie des questions qu'on pose. Allez-y, Joviar, par exemple. Oui, je vais donner deux chiffres qui vont vous permettre de comprendre pourquoi. Quand je fais fonctionner mon téléphone 2G, 3G, 4G, et que je compare par rapport à l'exposition induite par ce qui vient des antennes relais, eh bien, on va 10 minutes de portable vont être équivalents à un mois de station de base. D'accord. Voilà, c'est un peu à la louche, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, mais l'exposition, vous voyez, quand je prends le téléphone près de l'oreille, on va dire l'exposition, c'est 1. Une valeur, je prends cette valeur-là, j'éloigne mon téléphone, je le mets devant mes yeux, 30, 40 cm, eh bien, j'ai l'exposition qui devient 1%. L'exposition du cerveau décroît très très vite. Donc en fait, on a un champ électromagnétique qui décroît énormément en fonction de la distance. Donc c'est la raison pour laquelle ce qui vient des stations de base est relativement faible par rapport à ce qui vient des portables. Alors, bien sûr, il y a la durée d'utilisation, il faut pondérer, puisqu'on utilise le téléphone, on utilise beaucoup. L'exposition venant des stations de base est pas permanente, mais quasi permanente. Donc, c'est une analyse à mener, mais les épidémiologistes, d'une manière générale, dans leurs études, on arrive très très vite à un constat. Ce qui est important, notamment pour le cerveau, c'est ce qui vient du téléphone. D'accord. Et c'est pour ça donc que l'ANFR a un certain nombre de recommandations à ce sujet, Jean-Benoît Agnani. Est-ce que vous vouliez apporter une précision là-dessus? Alors peut-être c'est des recommandations qui sont faites avec l'ANSES, donc l'autorité sanitaire, et les différents ministères qui sont impliqués sur le sujet. Donc ce n'est pas une brochure spécifique à ANFR. Nous, on apporte notre expertise technique sur le sujet et on contribue en fait à ces recommandations. Très bien. Et pour rester sur ce sujet, alors vous n'êtes pas épidémiologiste ou médecin, mais quelqu'un nous pose la question, puisqu'on parlait de la proximité avec le cerveau, quelqu'un nous pose la question de savoir est-ce qu'il faut éviter d'avoir son portable, si on ne l'a pas près du cerveau, d'avoir son portable près du cœur. Alors je ne sais pas qui communique avec le portable près du cœur, mais est-ce que ça a un intérêt quelconque, Jovia? On a deux types d'interactions. Il n'y a pas d'interaction avec le cœur qui soit connue dans le domaine des radiofréquences. Donc, à plus basse fréquence, il peut y avoir, comme il peut y avoir des interactions avec le système nerveux, peut intervenir aussi avec le système cardiaque. Par contre, pour tous les porteurs de pacemaker, et tous les porteurs d'implants, il y a des recommandations, mais les médecins, les cardiologues discutent avec les porteurs d'implants pour qu'ils contrôlent bien la proximité d'un téléphone. Ils peuvent utiliser le téléphone, mais dans certaines conditions, de même que le passage des portiques à l'aéroport ou des portiques anti-vol, il y a besoin, enfin, il faut faire attention. Il n'y a pas d'interaction avec le muscle lui-même. D'accord, d'accord. Merci. On comprend, on comprend mieux. Alors, on attend ce mois-ci, comme vous l'avez tous les deux mentionné, le rapport donc de l'ANSES autour de la 5G, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sur les risques potentiels de la 5G, sur la santé.
est-ce que, ça c'est plutôt une question pour Jean-Benoît Agnani, est-ce que l'agence bénéficie actuellement de suffisamment de données, grâce notamment au travail de la NFR, suffisamment de données pour exprimer cet avis? Est-ce que c'est un problème de récolte de la donnée ou est-ce que c'est plus, ils prennent un petit peu de temps, puisqu'on attendait au premier trimestre qu'on a déjà dépassé? Alors, je vais peut-être vous décevoir. Moi, je ne suis pas du tout à l'ANSES, donc je ne participe pas du tout aux études là, sur la 5G. Au niveau de la NFR, on communique des données à l'ANSES, notamment les études qu'on a faites sur tous les essais 5G avant le déploiement. On a transmis les résultats, comme on les transmet d'ailleurs au public. Et en échange, on ne reçoit pas d'informations de l'ANSES. Donc, on attend aussi, comme vous, l'avis de l'ANSES. D'accord. On n'a aucune compétence sanitaire au niveau de l'Agence nationale des fréquences. D'accord. Et pour juste rester sur cette différence entre, on l'a bien compris dans vos présentations respectives, enfin, surtout dans la vôtre, Jean-Benoît Agnani, la différence entre la 5G et ses prédécesseurs, 2G, 3G, 4G, n'est pas fondamentale. On parle en revanche de cette fameuse bande à 26 GHz qui n'est pas encore déployée. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà déployé ailleurs? Est-ce qu'on a déjà des retours là-dessus? Ah oui, elle est déjà déployée ailleurs, hein, notamment en Amérique du Nord et je pense aussi en Asie. Alors aujourd'hui, nous, au niveau national, on va se lancer dans des expérimentations parce que les licences, c'est pas pour tout de suite, hein. On a encore 2 bonnes années à attendre avant que l'ARCEP donne des licences pour pouvoir déployer ce 26 GHz. Alors, ce 26 GHz, il ne faut pas penser qu'il va se déployer comme les antennes 348. Aujourd'hui, nos cas d'école, c'est par exemple des halls de gare, là où on demande beaucoup de débit dans un endroit très concentré. C'est un petit peu comme des points Wi-Fi, parce que finalement, vous avez très peu de puissance, parce que vous avez des zones assez petites, vous n'allez pas mettre de grosses puissances et vous n'allez pas déployer, en tous les cas dans les scénarios qu'on connaît, il est hors de question de déployer des réseaux 26 GHz comme les autres réseaux. Aujourd'hui, dans le déploiement de la 5G, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise des sites. On a déjà cette notion de sites, comment dire, de petites antennes dans des zones à forte densité. Et la 5G à 26 GHz, en fait, apporte tout simplement une nouvelle bande de fréquence assez grosse cette fois-ci, hein, vu qu'on monte en fréquence, l'espace relatif augmente, et du coup, apporter énormément de débit. Alors, le gros défaut du 26 GHz, c'est qu'il va avoir du mal à traverser des parois. Du coup, on va l'utiliser dans des espaces plus réduits et là où on en a besoin. D'accord, d'accord, merci pour cette précision. On a certaines associations qui posent sur cette question des effets la question du long terme, puisque si à court terme, on le disait, hein, la 5G utilise des fréquences proches de celles du Wi-Fi, on peut matériellement pas mesurer l'impact à long terme des ondes dont on parlait, des 26 GHz, mais c'est un peu la même chose pour tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, puisque ce sont des technologies qui se sont déployées, qui ont été démocratisées il y a, on va dire, allez, une vingtaine d'années. Est-ce que ce manque de recul dans l'analyse pose problème? Je vous vois opiner du chef Joviar. Je comprends très très bien. Effectivement, on peut se dire, on a des réponses euh, assez fermes, assez creusées sur les effets immédiats et tout ce qui aurait trait aux effets à long terme. Ça va à la fois dépendre des technologies, puisque les technologies évoluent, et aussi dépendre des usagers. Quand on se dit 20 ans de recul, bah oui, mais à 20 ans, il n'y avait pas d'enfants qui utilisaient le téléphone portable. Donc, ce sont des choses qui rentrent dans ce que moi, les choses pour lesquelles je milite, c'est un principe d'attention. Aujourd'hui, il y a eu pas mal d'études épidémiologiques. Ce que je disais, hein, quand vous verrez
dans la base de données de MF Portal, qui est utilisée par l'OMS, hein, eh bien, énormément d'études qui ont été menées. Et quand on regarde les études épidémiologiques, il y a d'abord eu Interphone. Ça, c'était dans les années 96-2000. Et le nom d'une étude, donc Interphone. Hein. Oui, oui, oui. Le nom d'une étude européenne, 14 pays. Je ne donnerai pas l'argent que ça représentait, mais beaucoup, 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 beaucoup de moyens. Et cette étude a essentiellement s'est centrée sur la 2G, puisqu'on est toujours en train de regarder ce qui s'est passé avant. Ensuite, il y a une autre étude. On n'a pas réussi à mettre en évidence un effet sanitaire évident. Par contre, on a eu des questions sur les biais potentiels et sur les questions qu'il y avait sur la latéralité de l'usage. Suite à cette étude, il y a eu une autre étude qui s'est appelée MobiKids, aussi une étude européenne qui devait embarquer une quinzaine d'équipes aussi. Les résultats devraient sortir cette année. Et elle est plus focalisée, donc, comme son nom l'indique, sur les enfants. Hein. Absolument, puisqu'on avait vu qu'avec Interphone, au moment où les résultats d'Interphone sont sortis, ils ne concernaient que des adultes. Et donc, on a détecté un biais, un trou dans la raquette. Et on s'est donc remis en place toute une étude. Je dis on parce que je faisais partie de ces études. Et l'étude MobiKids a pris en charge les adolescents et devrait voir ces résultats sortir en juin, juillet. Et là, MobiKids, on n'est pas sur la 2G, on est sur déjà la 3G, On 4G. est sur la 3G et le Wi-Fi et sur les adolescents. Donc avec des usages qui commencent à évoluer. Par exemple, chez un adolescent, vous l'aurez constaté comme moi, ils n'utilisent pas le mobile de la même manière. Ils sont beaucoup en train de parler en même temps que regarder. Donc, les zones du cerveau que l'on regarde sur lesquelles on se concentre, ne sont pas forcément les mêmes. Entre deux, il y a une autre étude qui s'est enclenchée, puisque bon, il y a d'abord faire les études, ensuite faire les analyses, et ça peut durer des années, d'autant plus que ce sont des équipes internationales, il faut croiser les données. Eh bien, il y a une autre étude qui était aussi financée par l'Europe, qui s'appelait Geronimo, et qui avait pour une partie une analyse qui serait une analyse épidémiologique, mais aussi une analyse biologique. Et actuellement, on est en train, dans le cadre du programme Horizon de l'Union européenne, on est en train de former des consortiums, des regroupements d'équipes. Il va y avoir, ce qui est annoncé, c'est à peu près 30 millions d'euros pour lancer des études qui seront sur le monitoring de l'exposition pour avoir une meilleure maîtrise de l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques. Voilà, donc effectivement, on a une question permanente qui est l'usage long terme, mais les scientifiques cherchent à combler le trou en fonction des usages qui apparaissent et qui nécessitent qu'on documente les choses. On pourrait sembler être un peu en permanence en train de courir après la charrette. Le problème, c'est que les effets immédiats, on les analyse en temps réel, on les analyse avant de mettre les équipements sur le marché maintenant. Par contre, les études épidémiologiques, structurellement, elles arrivent en même temps que les usages se développent. Oui, on avait d'ailleurs une question à ce sujet qui était qui venait du chat et qui nous disait est-ce que la dangerosité de l'impact sur la santé de toutes ces ondes électromagnétiques donc, pourrait être révélée par simple comparaison de données sanitaires par région, même à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est typiquement une étude épidémiologique. Oui, bah, par exemple, sur ce genre d'idée, de bonne idée, hein, c'est de se dire, mais si on avait la capacité de mettre deux colonnes, une colonne avec les cancers qui apparaissent ou diminuent, et de l'autre côté, l'utilisation des portables. Eh bien, cette étude a été menée par le JRC, qui est le Centre de recherche de la Communauté européenne,
Et les résultats qu'ils annoncent, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Donc, ça n'est pas tout. Je pense que c'est une manière, c'est une illustration. C'est là qu'on voit que c'est pas simple. On n'est certainement pas, on voit pas une augmentation importante des cancers, mais c'est pas parce qu'on voit pas ces choses-là qu'elles ne peuvent pas ne pas être masquées. Donc, il faut faire des études un peu plus poussées. Mais on a déjà une partie de la réponse. Ça n'est clairement pas le Covid. Oui, alors oui, ça n'est clairement pas le Covid. D'ailleurs, oui, la 5G ne transmet pas effectivement cette maladie. Il est parfois utile de le préciser. Autre question, quoi qu'il arrive, quelle que soit la bande de fréquence qu'on utilise, ça c'est pas une question, c'est une remarque de ma part. Il y aura jamais d'effet mutagène, donc on ne deviendra pas tous des mutants ou des super-héros, ce qui est quand même dommage, mais bon. Il faut savoir, il faut accepter ses limites. Il faut accepter ses limites. Dernière question de ma part, avant de prendre les questions du chat, hein, n'hésitez pas à continuer à les poser, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes, et puis on va continuer à vous les poser. J'avais plutôt une question pour vous deux sur on se rend compte donc que le consensus scientifique qui prend du temps à établir, qui est tout le temps, voilà, qui met du temps à arriver, etc., est parfois difficilement communicable, même si l'ANFR, comme d'autres agences, mettent en place une politique d'open data, donc d'ouverture des données sur lesquelles on peut aller voir, etc., etc. Il y a quand même encore un certain nombre de craintes quant à l'exposition aux ondes, ce dont on parle hein, depuis le début de cette conférence. Elles sont exprimées régulièrement par des associations ou des collectifs. Et puis, il y a aussi des collectifs un petit peu plus radicaux. On a régulièrement des nouvelles d'antennes ou d'installations qui sont démontées, brûlées, etc. En Angleterre, en France, etc. Alors qu'aucune étude ne fait état d'un risque sanitaire avéré. On l'a répété suffisamment de fois ce soir. À quoi c'est lié, selon vous, cette cristallisation de la contestation autour de ces technologies-là? Monsieur Agnani, par exemple. Ben, c'est difficile à expliquer pour moi parce que en réalité, quand vous voyez ces incendies, ça touche un petit peu tout. Hein. Il n'y a pas que, il y a pas que la 5G. Dernièrement, c'était un autocom, donc les gens n'avaient plus de téléphone ni d'ADSL chez eux. Vous voyez. Alors, un autocom, c'est Quelque chose qui vous permet d'aller sur la ligne ADSL, par exemple, sur Internet filaire, par exemple. Donc, un si peu embêtant. ils avaient brûlé tout, en fait. Ils brûlent aussi, comment dire, ce qui permet la télévision. Bon, vous avez des zones entières qui ont été stoppées, des gens qui ont été privés de réception télévisuelle. Donc, c'est des mouvements que j'ai du mal à expliquer. Alors, on entend bien, comment dire, les associations. Hein, on les voit régulièrement, d'ailleurs, tout autant que les opérateurs, notamment, mais pas que, au travers du Comité national de dialogue de l'ANFR, qui est présidé par Michel Sauvade. Et là, on discute ouvertement de tous les sujets. On met en ligne d'ailleurs nos présentations. Les associations peuvent poser des questions et les associations au niveau national avec lesquelles on dialogue ne mettent pas le feu aux stations. Vous voyez. Donc il y a bien un mouvement irrationnel qu'on a du mal à expliquer, que les associations ne cautionnent pas. Alors c'est pas quelque chose que je connais bien, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est quelque chose qui apparaît dans la société. Alors est-ce que c'est en lien direct avec la 5G? Quand on voit les incendies, non, je pense pas parce qu'on brûle un peu tout, quoi, en fait. Hein. Oui, la 5G cristallise un peu ce genre de contestation qui va se chercher du côté de ce qu'on peut appeler les néoludites, donc des gens qui sont plutôt dans le rejet de la technologie dans son ensemble, en fait. C'est peut-être un petit peu ça. Peut-être, oui. C'est vrai que aujourd'hui, dans une société où, oui, évidemment, vous avez des ondes radio qui arrivent. Alors, c'est pas nouveau. Vous pouvez pas maîtriser votre environnement sur cet aspect effectivement qui est subi, hein, des antennes relais. On comprend bien. Vous pouvez maîtriser votre téléphone portable.
Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on porte nos recommandations, puisque l'exposition, statistiquement, elle est nettement plus élevée avec les téléphones portables. Donc peut-être qu'il y a un mouvement de rejet comme ça, mais c'est plus une question de sociologie. D'ailleurs, c'est intéressant, la question est intéressante parce que de plus en plus, les études scientifiques s'accompagnent d'études sociologiques. Et c'est vraiment une part importante maintenant dans la communication, dans l'analyse des informations. Vous avez des sociologues qui viennent regarder ce qui se passe pour analyser, pour comprendre les controverses, pour comprendre la société. Et aujourd'hui, la science ne fonctionne plus sans comprendre ces phénomènes pour lesquels les scientifiques sont parfois démunis. Et c'est la preuve ce soir que la science ne fonctionne pas en vase clos puisque vous êtes là et que vous répondez à nos questions. Donc merci beaucoup. Sur cette question de Joviard, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter Non, je pense qu'effectivement, il y a une partie, il faut que les scientifiques apprennent à dialoguer. Parce que pendant trop longtemps, et pas simplement sur les ondes, pendant trop longtemps, il y a eu le monde des sachants qui sait, par définition, par construction, et puis le monde des gens qui ne savent pas, et s'ils ne savent pas, ils n'ont pas de questions intéressantes. Je pense que ce monde-là, il est derrière nous, vraiment derrière nous. Moi, je suis partisan que les scientifiques mettent à disposition, mettent leurs connaissances euh, à disposition du grand public, à disposition des citoyens. Moi, je n'ai pas de thèse en économie, je vote. Donc, ça veut dire qu'en n'ayant pas une connaissance importante en économie, j'ai un avis. Eh bien, je pense que les gens peuvent avoir un avis sur les objectifs scientifiques que l'on peut avoir sans forcément avoir la maîtrise des équations. Voilà. Alors, après, la manière dont ça s'exprime, effectivement, pas forcément de la meilleure manière qui soit, au sens où, quand on coupe une antenne, eh bien, les gens qui sont à proximité, ou ils n'ont plus de téléphone, ou ce qu'émet le téléphone est beaucoup plus important. Et donc, l'exposition augmente. Donc, à partir de là, c'est une discussion avec tout le monde, mais l'effort que l'on fait de bien comprendre ce que moi j'avais fait dans The Conversation, qui est, il faut bien faire la différence entre ce qui vient des antennes relais, ce qui vient des mobiles, et puis regarder le poids de l'un et de l'autre dans l'exposition. Alors après, si on rejette une société connectée, c'est un débat de société, mais c'est plus le même débat, quoi. C'est ça, c'est ça. On part effectivement sur autre chose. Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Je vais prendre les questions qui viennent du chat maintenant. On a déjà un bonjour qui nous vient de l'Aveyron, donc je tiens à vous saluer en retour dans l'Aveyron. On a une question sur la réglementation sanitaire. Qu'en est-il de la réglementation sanitaire? Alors, vous l'avez tous les deux évoqué. Avec un commentaire autour de la responsabilité des opérateurs télécoms. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, les contraindre à contribuer à la prévention, voire à une forme de participation aux dépenses de santé si d'aventure, je pense, hein, là je complète moi-même, mais si d'aventure il y a des risques avérés, est-ce qu'ils sont d'ailleurs les opérateurs conscients de ces enjeux-là? Jean-Benoît Agnani, peut-être sur cette question. Aujourd'hui, à ma connaissance, l'ANSES ne conclut pas à l'existence d'effets sanitaires, hein, dès lors que les valeurs limites d'exposition réglementaire aux ondes sont respectées. Donc aujourd'hui, on a des valeurs après extrapolation qui peuvent dépasser les valeurs réglementaires. Ça arrive peut-être une fois par an, peut-être même moins, hein, parfois il n'y en a pas. Et là, on demande l'arrêt immédiat. Vous voyez, c'est des choses très isolées. Et c'est pas comment dire, pas des constats de dépassement. C'est des constats lorsque on imagine que tous les émetteurs sont à puissance maximale. D'accord. Je crois qu'on a eu un cas au tout début, dans les années 2000, vous voyez, c'est un peu vieux, sur un émetteur clandestin, d'ailleurs, à la frontière espagnole, vous voyez, des basques, qui étaient sur une plateforme touristique et qui dépassait donc les valeurs limites, a priori, de 28 volts par mètre. Voilà, donc ça a été arrêté tout de suite. Mais aujourd'hui, on n'a pas de dépassement des valeurs limites de l'exposition. On a introduit, dans le cadre de la sobriété,
une valeur d'attention à 6 vols par mètre, qui n'est pas une valeur définie par l'autorité sanitaire, hein, c'est quelque chose qui est défini par l'ANFR, qui n'a aucune compétence sanitaire, donc ce n'est pas du tout un seuil sanitaire, c'est une valeur d'attention à partir duquel on demande un effort à l'opérateur. Donc, quelque part, l'opérateur fait déjà un effort et se base lui-même sur la réglementation pour l'appliquer. Hein. D'accord. Donc, Vous mentionniez le terme d'attention, Joviard, dans votre présentation et dans l'article que vous mentionniez aussi sur The Conversation. Vous recommandez un principe d'attention, je suppose aussi notamment en matière de réglementation, pas seulement en termes d'usage. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, ce principe d'attention? Qu'est-ce que ça recouvre? Le principe d'attention, il ne faut pas le confondre avec un principe de précaution. C'est ça, c'est bien ça le sujet. Bien sûr, mais donc, l'objectif, c'est de faire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, et ça c'est plutôt quelque chose qui s'adresse aux citoyens et aux élus plus qu'à la réglementation. L'objectif n'est pas de demander à ce qu'il y ait une nouvelle réglementation. La réglementation existe et elle définit ce qui est, quels sont les niveaux pour lesquels, en dessous desquels il n'y a pas de danger. Pour faire très très simple, moi, le principe d'attention, c'est simplement de se dire la connaissance qu'on a aujourd'hui, elle dépend à la fois des usages, des technologies, et c'est pas parce que Interphone a dit qu'il n'y avait pas de problème qu'il faut ne plus mener d'études épidémiologiques. Très bien. Le principe d'attention, c'est de se dire c'est un sujet qui est à la fois un sujet scientifique pour lequel il y a une réponse qui dépend des conditions d'usage et technologiques, c'est des choses qui évoluent, et d'une part, et d'autre part, c'est aussi une question de la population. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement une question de... C'est pour ça que dans mon expo, dans les transparents, je mettais, en dépit des niveaux d'exposition qui ont été analysés comme n'étant pas capables d'apporter un apport énergétique, enfin, grosso modo, pas d'effet thermique. Oui, mais c'est pas parce que il n'y a pas d'effet thermique qu'il faut s'interdire le fait de regarder s'il n'y a pas d'autres effets. Alors après, la petite difficulté, c'est de ne pas croire que parce que l'on fait une étude, c'est parce qu'il y a un effet. Oui, oui. C'est toute la difficulté. Je mène des études, donc je suis convaincu, ou il y a un réseau, ou il y a un consortium qui pense et qui cache que... Non, on fait des études de manière naturelle pour être sûr que ce que l'on avait apporté comme réponse hier est toujours valide aujourd'hui. C'est un Vous petit posez point la de question... méthode scientifique. Oui, alors après, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est bien aussi parce que le principe de précaution, ce n'est pas un principe scientifique, c'est un principe politique. Chacun dans sa cour. Moi, je suis scientifique et j'ai envie de faire partager la démarche scientifique à la population, aux gens, aux citoyens, à mes égaux. Et par exemple, on se posait la question, la question était aussi, est-ce que les opérateurs ne pourraient pas participer? Ah, c'est compliqué, parce que s'ils ne participent pas, on dit ils ne participent pas, ils ne veulent pas, ils pensent qu'à l'argent. Et s'ils participent, on dit oui, ils essayent d'acheter. Et les scientifiques, soit ils sont achetés, soit ils sont vendus. Et parce que, grosso modo, prendre l'argent, mais même du gouvernement, hein, prendre des études, on se dit, mais vous avez pris les fonds des gens qui sont en fait en accord avec le déploiement de la 5G. Donc, en fait, vous faites partie du pool des gens qui aident ou qui militent pour la 5G. Non, on fait des études scientifiques objectives. Merci beaucoup pour ce rappel. Évidemment, il y a pas mal de questions à chaque fois qui arrivent en trombe en fin de conférence, donc je vais vous les poser rapidement. On a encore un petit peu de temps. Il y a une question pour vous spécifiquement, Monsieur Agnani. Vous avez évoqué le réseau automatique de collecte de la NFR. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Combien de stations et où sont-elles disposées? Est-ce qu'elles sont uniquement dans les villes ou pas, etc. Eh bien, au tout début, comment dire, on avait une idée, comment dire, assez
comment dire, on ne pensait pas que ça allait autant arriver dans le débat public, parce que c'est vrai que ces capteurs-là, tout le monde en parle, enfin beaucoup de gens en parlent. On a voulu les déployer pour regarder notre indicateur de l'exposition. Vous voyez, dans la 5G, avec les faisceaux variables, on a une nature de l'exposition qui varie un peu plus que au niveau dans le temps et au niveau spatial, un peu plus que dans les technologies classiques. Donc, on a mis en place un indicateur de l'exposition pour refléter sur 6 minutes l'exposition, puisqu'on fait cette exposition sur 6 minutes. Et on a eu, alors on a fait ça avec Exem, la société qui a déployé le capteur. On a eu l'idée de mettre ça dans quelques villes. Alors on a commencé à Marseille, 3 capteurs pour dire, comment dire, c'était largement suffisant pour voir ce qui se passait. Et on a fait ça aussi dans d'autres villes. On a fait ça à Nantes, on a fait ça à Bordeaux, à Mulhouse, à Paris. J'espère ne pas en avoir oublié. Et à chaque fois, 3 capteurs. Vous voyez, alors comment dire, placés dans des zones où il y a des gens qui passent, parce que l'exposition va être liée à l'utilisation. Donc, les choix des emplacements, on les fait avec les villes. Alors c'est vrai qu'on a été contacté par d'autres villes pour monter ces capteurs-là. Donc nous, on est dans une position d'ouverture, mais comment dire, notre souhait, c'est pas de déployer ces capteurs sur tout le territoire national, c'est des fins d'études. Donc on accompagne les villes en les conseillant sur le choix, et si elles veulent vraiment mettre des capteurs dans leur ville pour accompagner ce déploiement de la 5G. Mais vous voyez, on a déjà pas mal de mesures, hein, parce que on a ces capteurs là qui mesurent toutes les 2 heures, hein, qui donnent une valeur de l'exposition sur 6 minutes et qui mettent ça en temps réel sur un serveur qui est consultable. Donc, vous voyez, au bout de quelques mois, ça vous fait quand même des milliers de mesures, énormément de mesures. Et puis, on a ces 4800 mesures qui sont faites sur la 5G. Donc, on a énormément de mesures. D'ailleurs, je tenais à souligner que la France faisait toutes ces mesures et elle est au-dessus de la moyenne, hein, clairement au-dessus de la moyenne. Et c'est vrai sur le DAS, hein, le débit d'absorption spécifique. On vient faire des contrôles inopinés dans les magasins. Oui, d'ailleurs, il y a une question, pardon, sur le DAS. Je vous interromps parce qu'il y a encore Ah, quelques questions. Et voilà, mais il y a une question justement sur le DAS. Est-ce que, la question est formulée ainsi, est-ce que ça a du sens de regarder la valeur DAS lors de l'achat d'un téléphone portable? c'est une bonne question, hein. Ça fait partie des recommandations. D'ailleurs, vous n'avez pas qu'une seule valeur de DAS, vous en avez en réalité 3, parce que le DAS localisé est décomposé en 3 valeurs suivant l'endroit où vous l'utilisez. Pour la tête, les membres, c'est-à-dire les bras et les jambes, et le tronc, c'est Oui. d'ailleurs le buste, hein. Vous avez 3 DAS. Le DAS tête et le DAS tronc sont limités à 2 watts par kilo, et le DAS membre est limité à 4 watts par kilo. Et vous avez ces valeurs indiquées au moment de l'achat. C'est aussi quelque chose qui a été fait au niveau français. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau national par rapport à d'autres pays, et ça a été mis en vigueur il y a quasiment un an. Et en réalité, le DAS que vous avez là ne reflète pas votre exposition réelle, puisqu'elle est faite à puissance maximale enfin, les mesures sont faites à puissance maximale du portable. Et dans la vie réelle, vous avez des puissances qui peuvent être nettement moindres. Et la façon, alors le DAS, c'est un des indicateurs, mais ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est la recommandation d'utiliser le kit oreillette. Si vous voulez diminuer, par exemple, votre exposition à la tête, l'éloignement, c'est quelque chose qui va faire beaucoup plus que le choix du DAS. Alors, le choix du DAS, effectivement, c'est un indicateur qui est vertueux parce que ça permet aussi aux constructeurs
de se comparer. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un cercle vertueux, d'avoir des opérateurs, des fabricants pardon, de téléphones qui construisent des téléphones qui ont des DAS maximaux, qui ont des expositions maximales qui sont la plus petite possible. Hein. Donc, en les mettant visibles, il y a probablement un cercle vertueux qui peut se faire dans ce sens-là. Mais vous avez beaucoup plus d'efficacité à éloigner votre téléphone que c'est vraiment la première des mesures assez simples à faire en fait. Donc le DAS peut être pertinent, mais surtout oreillette, quitte main Et libre, je comme on dit. pense que Oui, allez-y, Jovia, pardon. le DAS Max, c'est ce que disait Jean-Benoît Anani, hein, c'est un moyen d'être sûr que, quelles que soient les conditions, le niveau d'émission sera un peu bridé. Mais les réseaux, il y a le kit oreillette, mais il y a aussi les réseaux qui font que quand on a beaucoup d'antennes autour de soi, de manière assez contradictoire, eh bien, ce qui est émis par le DAS est moindre, enfin, par le téléphone en DAS est moindre que ce qu'il y aurait s'il n'y avait qu'une seule antenne très très éloignée. Donc c'est aussi contre-intuitif. C'est-à-dire que le fait d'avoir des antennes autour de vous va permettre au téléphone d'émettre moins et donc d'avoir des puissances émises qui sont beaucoup moindres. Et la réalité, elle vient du type de technologie utilisée. Si on prend ce que disait rapidement pendant son exposé M. Enani, la 2G, elle avait une tendance, à chaque fois qu'elle changeait d'antenne relais, du handover, c'est comme ça qu'on appelle, eh bien, de son changement de relais, eh bien, elle repassait au maximum. Ça, c'était historique pour être sûr qu'il y ait une bonne connexion. Eh bien, la puissance max, la puissance émise, elle était en moyenne très très supérieure à ce que l'on a. Elle était à 50% du max, alors que les technologies 3G et 4G, ils sont à moins de 1%. Bon, ben ça, c'est déjà la technologie seule. Ensuite, il y a la présence d'antennes relais qui peut encore réduire les niveaux d'émission. Donc, en fait, l'analyse de l'exposition, c'est une analyse conjointe entre les technologies utilisées par la téléphonie mobile, par les téléphones, et les architectures des réseaux qui supportent ces communications. Très bien, merci pour cette réponse claire. Autre question, est-ce que les nouvelles bandes de fréquences se rajoutent aux anciennes sur les antennes relais? Ah Allez-y. bah oui, là ça se rajoute. Ça se rajoute, hein, parce que comment dire, vous avez une augmentation des demandes. Chaque année, les utilisateurs demandent de plus en plus de ressources, donc vous n'avez pas de choses qui se retirent. Vous avez les nouvelles bandes de fréquences qui arrivent pour répondre aux besoins des utilisateurs. Très bien. Donc voilà, la réponse est rapide et claire. Par contre, oui, Oui, peut-être nuancer un petit peu, c'est comment dire, vous n'avez pas un tsunami néanmoins dans l'augmentation de l'exposition. Hein. Vous avez une évolution très lente de l'exposition en réalité. Donc on publie chaque année une photographie de l'état grâce à toutes nos mesures là, et on va bientôt publier l'ensemble des résultats pour 2020. alors Ce une qui est aussi question. intéressant, c'est qu'une Oui, partie allez-y, des Jovia, fréquences, pardon. une partie des fréquences qui étaient utilisées par la seconde génération ont été reprises par la troisième génération, qui elle-même a cédé ces bandes de fréquences, qui sont des autoroutes. Si on simplifie les choses, c'est des tuyaux ou des autoroutes. Eh bien, s'il y a une quatrième génération, c'est qu'elle est plus efficace que la troisième. Et donc, une partie des autoroutes qui étaient utilisées par la troisième et la seconde génération, eh bien, on les réaffecte. Donc, en fait, il y a des nouvelles fréquences, mais souvent aussi une réutilisation intensive des fréquences antérieures. C'est ça. Et alors, autre question sur est-ce que la transmission satellitaire présente moins de risques ou d'exposition, ou est-ce que c'est la même chose? Qui veut prendre cette question? Ah là, vous avez des effets de distance. Hein. Vous avez bien compris que la distance, c'est le paramètre important. Là, enfin, c'est un des paramètres très importants dans l'exposition. Le satellite, pour le coup, il est loin. Hein. Donc, l'exposition qui est créée par les satellites, elle est, on va simplifier, elle est epsilon. Hein. Donc, pour un scientifique, c'est très, très bas. Elle n'a rien à voir avec l'exposition qu'on rencontre sur les antennes relais.
Alors sur certains, alors peut-être que la question s'oriente sur Starlink. Là, on est en train de faire des mesures sur Starlink parce que vous avez quand même des stations au sol qui sont comparables à des installations bien connues, qui permettent de faire le relais entre les fibres optiques et les utilisateurs qui sont connectés aux satellites. Donc là, vous avez quelques points en France, mais ce n'est pas partout, vous voyez, c'est quelques points. Aujourd'hui, vous avez 3 zones en France où vous avez quelques installations satellites qu'on est en train de regarder. Donc, vous voyez, et on a fait une petite vidéo pour expliquer tout ça d'ailleurs. Et vous avez l'exposition aussi chez l'habitant. Donc, on est en train de mener des mesures, hein. On s'attend évidemment à des résultats très faibles, mais vous pouvez aussi vous-même vérifier ça en demandant une mesure par le dispositif de mesure. Et je vous rappelle que c'est gratuit. Donc, si vous vous équipez, vous pouvez demander aussi une mesure et vérifier que vous êtes bien en dessous des valeurs réglementaires. Alors, on a plusieurs questions sur la protection, et puis on va malheureusement devoir conclure. Il y avait quelques questions encore que je ne pourrais pas poser. Mais alors, première question, est-ce que les arbres protègent des ondes? Aux Clovia. fréquences de la téléphonie cellulaire, elles n'atténuent pas. Il n'y a pas, il y a pas les ondes d'été et les ondes d'hiver. Il n'y a pas d'effet forêt. Bon, Non, bah, donc malheureusement. pour les fréquences très très élevées, oui, quand on commence à passer au-dessus de 60 gigas, donc vraiment très très élevé, oui, il y a un effet de la végétation, mais non, aux fréquences où on est, non, on peut aller en forêt, hiver comme été, et utiliser le portable pour ne pas se perdre. Alors, est-ce qu'il y a des dangers particuliers pour les femmes enceintes aux expositions ou pas? Ou pas? C'est pas encore, c'est pas Il y a deux avéré, pardon. choses. Il y a deux choses. Euh, il n'y a pas d'effet qui soit avéré, mais il y a beaucoup d'études qui sont en cours et qui analysent l'influence des ondes électromagnétiques sur le développement. Et les recommandations du gouvernement et de la communauté scientifique, c'est de ne pas mettre les portables près du ventre des femmes enceintes. On est sur un principe de prévention-précaution, là, en l'occurrence. Oui, mais Enfin, oui, parce que d'attention c'est quand même la prunelle de nos yeux. évidemment, évidemment. Autre petite question pratique, encore une fois. Est-ce que ça sert à quelque chose d'éteindre ou non, c'était pardon, l'autre version de la question. Est-ce que c'est dangereux de dormir avec son téléphone à côté de toi? Est-ce que ça augmente l'exposition ou pas? C'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent comme doudou. Le problème est que le téléphone, quand on ne l'utilise pas, il émet un tout petit peu. Un coup de temps en temps, il se connecte à la station de base, mais c'est relativement faible. Donc, on peut considérer que ce qui est émis par le portable en attente, en stand-by, est relativement négligeable par rapport aux émissions volontaires. Donc, ce qui est pas bien, c'est de téléphoner la nuit et de ne pas dormir, ou de jouer et de ne pas dormir, enfin, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas forcément conseillé. Mais c'est comme le téléphone dans la poche. Si on ne l'utilise pas, eh bien, le téléphone, il n'a pas de raison d'émettre. Donc on est plus sur l'exposition aux écrans et à leur contenu que l'exposition aux ondes Oui. électromagnétiques, en l'occurrence. Oui, je voulais aussi rajouter Allez-y, quelque Jean-Dominique. chose, c'est vraiment lié à l'usage, hein. C'est-à-dire que quand vous recevez des données, évidemment, votre exposition va être faible. Il faut émettre pour que vous soyez exposé avec votre téléphone portable. Ça, c'est un point important, effectivement. C'est bien qu'on l'aborde. C'est effectivement un point essentiel. Effectivement, c'est en émettant qu'on reçoit. Et donc, le téléphone, quand il est au repos, il émet effectivement très, très peu, en fait, hein. Donc, pas vraiment de gros risques à garder votre téléphone à brancher à côté de votre lit. Pas de risque avéré, en tout cas. On avait encore malheureusement deux, trois questions. Je suis désolé, on arrive à la fin du temps qui nous était imparti, mais j'ai essayé d'en poser le maximum et surtout, vous y avez répondu. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez beaucoup de félicitations
dans le chat hein, pour la clarté de vos explications et pour cet exercice de transparence aussi autour d'un sujet qui parfois fait débat et qui c'est bien qu'il fasse débat et c'est bien qu'on en parle, mais et surtout avec des intervenants de cette qualité. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour vos explications. Quelqu'un nous dit limpide et éclairante. Eh bien, écoutez, je me joins à cette personne. Merci également à Anne et à toutes les équipes de la Cité des sciences et de l'industrie, sans qui ces conférences ne pourraient pas se tenir. Merci aussi à tous, à vous toutes et tous derrière vos écrans pour votre attention et pour vos questions très intéressantes. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.